Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Vous ne commençons. pouvez vous débarrasser d'une tumeur à la tête en toute sécurité qu'en allant chez un spécialiste. Dans le meilleur des cas, les méthodes d'extraction indépendantes risquent de n'aboutir à aucun résultat, et dans le pire des cas, elles nécessiteront une assistance médicale urgente. Le médecin peut conseiller de ne pas retirer le lipome, mais d'essayer de provoquer sa résorption. Seules les formations jeunes peuvent être traitées. Les médicaments permettent de ramollir la masse graisseuse. Pour ce faire, utilisez la pommade Vishnevsky, la pommade Ictiol, ainsi que la solution Dimexide. Les injections lipolytiques permettront de réduire, mais pas d'éliminer, l'amas graisseux. Opération chirurgicale. Il existe une méthode chirurgicale classique, l'excision endoscopique. Dans le premier cas, la peau du site de formation est disséquée, le tissu adipeux est découpé avec la capsule, les tissus sains sont recousus. Si nécessaire, un drain est placé pour évacuer le liquide. L'excision endoscopique implique une incision sur le côte de la masse. Le chirurgien peut examiner la position et l'état des tissus environnants. L'ablation d'un lipome sur la tête permet de dissimuler la cicatrice. La méthode chirurgicale convient pour se débarrasser des grosses copies et ne provoque pas de récidive. Le principal inconvénient est la formation de cicatrices, la durée relativement longue de l'opération et la nécessité d'une période de rééducation en cas d'inflammation de la couture. Laser. Cette méthode permet d'éviter les cicatrices. L'incision de la peau sur les grandes formations ne se fait pas au laser, mais au bistouri, car l'instrument chirurgical permet une incision plus précise et plus petite. Le laser cautérise le tissu à l'intérieur de l'incision, coupant les vaisseaux sanguins. L'ablation d'une grosse graisse sur la tête au laser permet d'éviter les récidives. L'opération dure quelques minutes, elle est réalisée sous anesthésie locale ou sans anesthésie. Elle se caractérise par une cicatrisation rapide, l'absence de traces d'intervention et un risque minime d'infection. La méthode est le plus souvent utilisée pour éliminer les lésions graisseuses du visage et les tuméfactions chez l'enfant. Les formations de petite taille sont complètement décomposées sous l'influence du laser. La liposuction. Le médecin injecte un agent liquéfiant dans la masse par une piqûre. Après un court laps de temps, une aiguille est utilisée pour retirer le contenu. Dans certains cas, le liquide liquéfiant est injecté plusieurs fois. Après l'opération, il n'y a pratiquement pas de traces sur la tête, l'inconvénient étant la forte probabilité de réapparition de la tumeur, puisque la capsule reste intacte. La peau à l'endroit de l'intervention reste flasque, la cavité de la tumeur graisseuse est préservée. La liposuction est généralement utilisée pour les tumeurs géantes afin d'éviter les dissections cutanées importantes. Les ondes radio. L'ablation par ondes radio présente les mêmes avantages que l'ablation par laser. L'intervention est indolore, aucune rééducation n'est nécessaire et il n'y a pas de cicatrice. Le chirurgien opère à l'aide d'un couteau à ondes radio qui, simultanément, découpe la tumeur et cautérise les vaisseaux avoisinants. Une égratignure est laissée à l'endroit de l'incision, qui disparaît rapidement. Cette méthode convient pour les grosseurs d'une taille maximale de 3 cm. Cryodestruction. Le lipome de la tête est soigné à l'aide d'azote liquide. La particularité est la préservation de l'accumulation de graisse dans les tissus. Après l'opération, il diminue de taille et disparaît progressivement. Les étapes de la préparation de l'animal. Avant de comprendre comment abattre un taureau correctement, sans faire souffrir inutilement l'animal et sans altérer la qualité de la viande, il est nécessaire d'étudier ce que comprend le processus préparatoire de l'abattage. 2 semaines avant la procédure, nourrir le taureau avec de l'herbe verte et des concentres. Exclure toute nourriture pendant 1 jour avant l'abattage de l'animal. L'eau doit être donnée en quantité illimitée, pour nettoyer le tractus gastro-intestinal, sauf pendant les 3 dernières heures. Préparer les outils nécessaires à la découpe et à l'abattage en les plaçant hors de la vue du taureau. Obtenir un certificat vétérinaire sur l'état de santé de l'animal. Il est préférable de découper les bovins au cours de leur première année de vie, car les taureaux prennent suffisamment de poids pendant cette période et leur filet acquiert une couche de graisse tout en restant tendre et juteux. L'abattage des taureaux est une procédure assez compliquée et n'est pas à la portée de tout le monde. D'autant plus que l'animal peut être effrayé, commencer à résister et libérer dans le sang une hormone spécifique, dangereuse pour le corps humain, et qu'il vaut mieux confier l'individu à l'entreprise de transformation de la viande.
Dans les abattoirs spéciaux, on trouve des équipements et des personnes qui ont l'habitude de tuer et de découper du bétail tous les jours. Un agriculteur peut faire des bénéfices sans assister à l'abattage d'un taureau qui la soigne toute l'année. Aujourd'hui, il est possible d'abattre un bovin après un examen vétérinaire et la délivrance d'un rapport sur l'état de santé de l'individu. Ce n'est qu'ensuite qu'il est possible d'abattre l'animal. Boucle d'oreille pour un enfant, cela en vaut-il la peine? De nombreuses jeunes mamans sont pressées d'embellir leur petite princesse. Bien sûr, elles s'intéressent à la question de savoir si cela fait mal de percer les oreilles avec un pistolet à piercing. Après tout, vous ne voulez pas que votre bébé pleure pendant l'opération. On pense que ce sont les enfants d'1 an et demi à 3 ans qui ont le moins de problèmes de cicatrisation. Ils n'éprouvent pas le même sentiment de peur que les adultes et oublient donc rapidement la douleur à court terme qui suit la piqûre. Les soins apportés à une plaie d'enfant doivent être les mêmes que ceux apportés à une plaie d'adulte. Veillez à rincer et à éviter toute rougeur importante à l'endroit de la piqûre. En règle générale, les oreilles des bébés guérissent beaucoup plus vite et sans douleur. Vous savez maintenant si cela fait mal de percer le cartilage de l'oreille ou le lobe. C'est à vous de décider si vous êtes prêt à faire des sacrifices pour la beauté de votre enfant. En général, tout se passe bien et la cicatrisation ne pose pas de problème. Il vaut donc la peine d'aborder cette question avec prudence. Le piercing du lobe est une procédure standard qui est parfois pratiquée sur de jeunes enfants. Cette manipulation médicale est proposée non seulement dans les salons de piercing et de tatouage spécialisés, mais aussi dans les cliniques de cosmétologie et même dans les salons de coiffure. Il existe 2 options principales pour le perçage des oreilles, le pistolet et l'aiguille. Il existe des débats sur la meilleure technique, à savoir s'il est douloureux de percer les oreilles avec un pistolet ou plus douloureux avec une aiguille, et quel type d'instrument est le moins susceptible d'entraîner des complications à l'avenir. Il y a un nombre important de questions sur le degré de douleur du perçage des oreilles, mais il n'y a pas de réponse univoque à la question. Le degré de douleur de la procédure dépend de nombreux facteurs et de la perception subjective de la personne. Les points clés qui influencent l'intensité de la douleur lors d'un perçage d'oreille sont les suivants. L'outil utilisé pour effectuer le perçage, l'expérience du maître, l'exactitude de la détermination du point de perçage, la zone de l'oreille dans laquelle le piercing est effectué, le seuil de douleur de la personne, la rapidité du perçage, l'anesthésie préalable. Compte tenu des circonstances susmentionnées, il est difficile de préciser le degré exact de douleur du processus. Le perçage des oreilles n'est pas tant une procédure douloureuse qu'une gêne due à la peur inconsciente de l'événement à venir. Néanmoins, la douleur peut être due à l'inexpérience ou à la négligence de la personne qui effectue le perçage. L'aiguille, le piercing à l'aiguille est une option plus douce et plus stérile. Le piercing à l'aiguille cause moins de traumatisme au tissu de l'oreille, car la peau est incisée avec précaution, sans déchirer les tissus, comme c'est le cas avec le piercing au pistolet. En outre, les aiguilles modernes sont stériles et jetables, ce qui réduit le risque d'infection pendant le piercing. En outre, l'aiguille creuse permet de choisir n'importe quelle variante de bijoux, et pas seulement des œillets. Le pistolet, le perçage des oreilles au pistolet est considéré comme une option indolore, mais ce n'est pas le cas. De nombreuses personnes choisissent plutôt le pistolet en raison de sa rapidité et de la peur d'attendre que l'aiguille perce. Une boucle d'oreille en œillet, qui est insérée dans le pistolet, perce en fait instantanément le lobe. Mais cette option de perçage présente un risque élevé d'écrasement du lobe, ce qui provoque un gonflement, une inflammation et une suppuration du trou. Il faut également tenir compte du fait que pour certains types de piercing, le pistolet ne convient pas catégoriquement. Le perçage du cartilage fait-il mal? Le cartilage du lobe de l'oreille est plus dense que celui du lobe. C'est pourquoi une ponction du cartilage met plus de temps à cicatriser. Néanmoins, comme les terminaisons nerveuses sont concentrées dans les tissus mous, la ponction du cartilage est pratiquement indolore. Toutefois, en cas de manipulation incorrecte, de stérilité insuffisante ou de manque de soins appropriés à l'avenir, de telles ponctions sont souvent enflammées et une suppuration se produit. La ponction du cartilage n'est possible qu'avec une aiguille, car en perçant le canon, le cartilage peut se fendre et le pavillon de l'oreille se déformer. Processus de perçage du nez. Lors du perçage du nez, il est nécessaire de respecter toutes les normes sanitaires, car il s'agit en fait d'une petite opération chirurgicale. La meilleure solution est de se faire percer le nez dans un salon spécialisé. D'une part, il n'y aura pas de désordre pour vous et, d'autre part, le spécialiste qui vous percera le nez rapidement et sans douleur
vous donnera toutes les recommandations nécessaires sur la manière de prendre soin du piercing jusqu'à ce qu'il soit complètement cicatrise. Si vous voulez le faire vous-même, vous pouvez le faire, mais il est préférable de choisir de faire percer l'une des ailes du nez. Vous ne risquez pas grand-chose, car il n'y a pas beaucoup de vaisseaux sanguins sur les ailes du nez. Alors, comment percer le nez à la maison? Nous allons vous expliquer comment percer l'aile du nez, car ce type de piercing est le plus populaire. Pour un piercing dans le nez, il est préférable de choisir une période de l'année plus fraîche, où il y a moins de poussière à l'extérieur. Vous ne transpirez pas trop et ne générez donc pas le processus de transpiration. Préparez à l'avance tout ce dont vous aurez besoin pour le piercing du nez: gants chirurgicaux stériles, du coton stérile, une aiguille. De préférence une aiguille de goutte à goutte, car elle est très pointue et munie d'un long tube, cathéter. Elle doit être du même diamètre que le bijou, 100 ml d'alcool, bijou. Il est préférable de se passer d'anesthésie, car il est problématique et dangereux de se faire une piqûre dans le visage. De plus, les médicaments anesthésiants peuvent provoquer des allergies. Avant de commencer le piercing, traitez les gants et l'aiguille avec de l'alcool. Placez le bijou dans un récipient contenant un antiseptique et traitez bien la narine avec un tampon ou un coton imbibe d'alcool. Écartez la narine le plus possible, amenez l'aiguille vers l'intérieur et faites un mouvement brusque pour faire une piqûre. Retirez lentement l'aiguille, la sonde doit rester dans la narine. Puis, en plaçant une extrémité du bijou dans la sonde, retirez-la également. Le bijou devrait en quelque sorte être aspiré dans le trou et tomber en place. Rincez complètement le point de ponction avec de l'alcool et vérifiez que le fermoir du bijou est bien visse. Une fois que vous avez fait faire votre piercing au nez, il est important qu'il reste en place pour se faire. Essayez de retirer avec précaution les vêtements qui se trouvent au-dessus de votre tête et utilisez une serviette avec précaution. Essayez de ne pas prendre froid pour éviter que le nez ne coule. Tant que la plaie du piercing n'est pas cicatrisée, il est préférable de ne pas changer de bijou. Le point de ponction doit être traité 2 fois par jour avec de la chlorhexidine ou de la myramystine, la teinture de calendula peut également faire l'affaire. Le piercing lui-même guérira en 1 mois environ, mais pendant 6 mois, ne retirez pas le bijou du nez pendant plus d'1 journée. Sinon le piercing se développera. Essayez de ne pas prendre froid pour éviter que le nez ne coule. Jusqu'à la cicatrisation de la plaie du piercing, il est préférable de ne pas changer de bijou. Le point de ponction doit être traité 2 fois par jour avec de la chlorhexidine ou de la myramystine, la teinture de calendula peut également faire l'affaire. Le piercing lui-même guérira en 1 mois environ, mais dans les 6 mois qui suivent, ne retirez pas le bijou du nez pendant plus d'1 journée, sinon le piercing se développera. Vous savez maintenant comment percer le nez à la maison, mais pour avoir une meilleure idée de cette procédure, regardez la vidéo « Comment percer le nez ». Soins du piercing et conséquences possibles. La période de récupération de la perforation dépend de son type et de sa complexité. La plaie sur l'aile du nez se rétablit le plus rapidement, en 4 semaines environ. Les autres types de plaies nécessitent une période plus longue, de 6 à 8 mois, mais il est important de savoir comment soigner correctement la perforation et avec quoi la traiter. Les règles de soins en cas de perforation sont les suivantes. Ne pas toucher le point de ponction avec des mains sales afin de ne pas contracter d'infection. Traiter la plaie avec un disque de coton imbibe de solution saline. Des compresses doivent être effectuées jusqu'à ce que la croûte disparaisse. Les médecins conseillent de pomper des gouttes contenant de l'eau de mer dans le nez. Aqualor ou Otrivin sont d'excellentes options. L'endroit de la perforation est soigneusement éponge avec des mouchoirs en papier, car la serviette peut s'accrocher à la boucle des oreilles. Pour accélérer la cicatrisation, lubrifiez la zone perforée avec de l'huile de lavande. Il est interdit d'arracher la croûte, sous peine de contracter une infection. Cela entraînera des complications. Le retrait de la boucle d'oreille n'est possible qu'après cicatrisation complète de la plaie. Il est interdit d'appliquer des produits cosmétiques à l'endroit du piercing. Au cours des 6 premiers mois, il n'est pas recommandé d'enlever la boucle d'oreille plus d'1 jour pour éviter que le piercing ne se resserre. Le trou est resserre en fonction des particularités du corps. Les piercings à crochet doivent être portés le plus tard possible, afin que la plaie ait le temps de cicatriser complètement et de se former. Si des règles simples ne sont pas respectées, le piercing du nez peut entraîner des complications. Celles-ci peuvent également survenir si la technique de perçage n'est pas respectée. Les plus courantes sont lésions nerveuses, otite moyenne permanente, saignement important, processus inflammatoire insulaire dans le cartilage, lésions de la cloison nasale, inflammation des tissus mous,
lésion de la muqueuse des narines directes. Si nous examinons la question de savoir si le perçage du nez est douloureux, tout dépend du corps humain. Tout dépend du seuil de douleur, de l'habileté du perceur de nez, des instruments, de l'anesthésie, bien sûr, de l'état d'esprit. De nombreuses personnes affirment que le piercing du nez n'est pas plus douloureux que le piercing de l'oreille, mais pour éviter les complications, la suppuration, il est important de respecter les règles d'hygiène. Complications après l'ablation d'un papillome au laser. La photo montre les conséquences de l'ablation d'un papillome au laser. Des problèmes peuvent survenir du fait de non-professionnels, par exemple dans les salons de beauté. Il s'agit d'esthéticiennes ordinaires qui n'ont pas l'expérience médicale suffisante pour réaliser une opération aussi spécifique. Elle doit être réalisée par un chirurgien, un dermatologue ou un oncologue, et pour exclure les conséquences de l'ablation d'un papillome. Au laser, selon les commentaires des patients, il faut au préalable un diagnostic du corps et un examen approfondi de la formation. Parmi les complications, on peut noter les suivantes: la contamination par le sang. Un tel phénomène en médecine s'appelle la septicémie, qui est considéré comme un état grave et nécessiter l'hospitalisation immédiate du patient. Il est dû à la pénétration d'infections dans le sang à travers des zones endommagées et à leur propagation dans tout le corps. En cas d'infection, la température corporelle augmente généralement, des hallucinations apparaissent, la tension artérielle s'élève. Irritation de la peau. Il peut s'agir d'une réaction des tissus à l'impact du faisceau laser, qui est parfois sévèrement tolérée par eux en raison d'une hypersensibilité. Ces conséquences de l'ablation des papillomes au laser sur la photo se traduisent par des rougeurs et des gonflements de la peau. Pour éliminer ces pathologies, il est nécessaire de lubrifier la peau avec des agents apaisants et anti-inflammatoires, par exemple le phenalgon. Festination. Dans ce cas, une grande quantité d'exsudat trouble s'accumule à l'endroit où se trouvait le papillome. En l'absence de traitement, la situation s'aggrave et il existe un risque d'irritation des tissus. Le pus peut également se trouver à l'intérieur et pénétrer dans le sang, ce qui provoque son infection, septicémie. Allergie. Une telle déviation se produit en cas d'hypersensibilité des tissus à l'exposition au laser et aux agents anesthésiques utilisés dans la procédure. Elle se caractérise par des rougeurs, des irritations, des démangeaisons de la peau et un léger pincement de la plaie. En outre, selon les avis recueillis, l'ablation de papillomes et de grains de beauté à l'aide d'un laser peut parfois entraîner des sensations douloureuses, généralement dues à une pénétration trop profonde du faisceau laser dans les tissus. Cicatrices. Ce problème concerne principalement les personnes prédisposées à la formation de cicatrices kéloïdes. Ce problème apparaît le plus souvent lorsque la peau est en contact étroit avec les vêtements, en raison de leur frottement constant. Il s'agit d'une cicatrice ordinaire qui se distingue par sa couleur rose par rapport à l'arrière-plan général, ainsi que par une surface inégale et des bords indistincts. Dans les premiers jours suivant l'ablation d'un papillome, les effets de rougeur, de légers gonflements et de brûlures sont difficilement évitables, bref, ils sont tout à fait normaux. En général, ils ne sont pas considérés comme des complications, car ces manifestations disparaissent d'elles-mêmes. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que quelque chose ne va pas. Les complications peuvent être le résultat non seulement d'une opération mal réalisée, mais aussi d'un manque de soins compétents pour la zone traitée. Cela peut conduire à toucher les plaies avec des mains sales, à peigner la peau à cet endroit, à s'exposer fréquemment au soleil, à se rendre au bain, au sauna et à la piscine immédiatement après l'intervention. Quel médecin consulter? Un homme sur 3 et une femme sur 2 sont confrontés à différents types d'excroissance. À première vue, il semble que les verrues soient totalement inoffensives, mais ce n'est pas le cas. En cas de papillome, il ne faut pas tarder à consulter un médecin. Il est préférable de se rendre chez un dermatologue ou un dermato-vénérologue. Le dermatologue procédera à un examen initial et identifiera la localisation du candida ou des papillomes, ainsi que les caractéristiques des excroissances. Après l'examen initial, le médecin adressera le patient à un chirurgien ou à un autre spécialiste qui procédera à l'ablation des excroissances. Si des papillomes apparaissent sur les parties intimes, l'homme doit consulter un urologue et la femme un gynécologue. En plus de ces spécialistes, il peut être nécessaire de consulter un immunologiste. Comment reconnaître une tumeur graisseuse? Les lipomes ou tumeurs graisseuses peuvent se former sur n'importe quelle partie du corps. Ces néoplasmes mous ne sont rien d'autre qu'une formation kystique dans le canal de la glande sébacée. Le cuir chevelu comporte un grand nombre de glandes sébacées, d'où l'apparition fréquentée d'amas graisseux. De nombreuses personnes ne savent pas à quoi ressemble une graisse sur la tête et confondent le néoplasme avec un bouton.
Les lipomes sont de petites masses molles ou dures situées sous la peau. En règle générale, ils ont une forme sphérique ou ovale irrégulière. Lorsqu'on les palpe avec les doigts, les lipomes roulent facilement sous la peau, et le fait de toucher le néoplasme ne provoque aucune gêne. Lorsque l'on appuie sur la formation, on peut remarquer un contenu blanc sous la peau. Elle est molle et a une structure similaire à celle de la graisse. Les lipomes ne sont pas dangereux en soi. Il s'agit de kystes bénins qui ne dégénèrent presque jamais en oncologie. Néanmoins, les lipomes sur le cuir chevelu peuvent causer une gêne importante au patient, car ils l'empêchent de se peigner normalement. Et sont visibles par les autres si le patient a les cheveux courts. La taille d'un lipome peut varier de quelques millimètres à plusieurs centimètres de diamètre. Plus le lipome est grand, plus la gêne psychologique ressentie par le patient est importante. Le danger et les sensations désagréables dues au lipome ne surviennent que lorsque le néoplasme est endommagé mécaniquement. Cela se produit souvent lors du peignage et peut provoquer une infection. Si la graisse sur la tête fait mal, il faut consulter un médecin, car le néoplasme a peut-être été endommagé et infecte. En cas d'infection, les symptômes suivants sont observés: gonflement de la peau, douleur à la pression, augmentation de la taille du lipome, suppuration. Le contenu du pus s'accumule dans la zone lésée, ce qui est à l'origine de l'augmentation de la taille du kyste. Cet état est dangereux avec le risque de rupture spontanée du kyste graisseux. Dans ce cas, le contenu purulent peut passer dans le sang et provoquer une infection de tout le corps. Le kyste graisseux qui suppure peut se transformer en abcès au niveau de la tête, ce qui entraîne de graves complications. Moyen d'éliminer les excroissances. Depuis quelques années, l'ablation des excroissances causées par le papillomavirus est une procédure courante pratiquée par des professionnels de la santé dans de nombreuses cliniques agréées. Le prix de l'intervention dépend de la taille des excroissances, de leur localisation et du type de méthode d'ablation. Chacune des techniques a ses propres avantages et inconvénients. Avant de prendre une décision, vous pouvez donc en apprendre davantage sur chacune d'entre elles. L'électrocoagulation, cette méthode d'ablation des tumeurs, est considérée comme l'une des plus populaires et des plus rapides. Le néoplasme est cautérisé à l'aide d'un courant électrique à haute fréquence. Le principal avantage de cette méthode est la possibilité d'effectuer une biopsie du matériel retire. Les papillomes ne sont pas complètement brûlés, mais sèches et séparés de la peau. Cependant, il n'est pas toujours sûr d'enlever les papillomes avec cette méthode, car il y a un risque de cicatrisation à l'endroit où ils ont été brûlés. Cryodestruction. L'ablation des papillomes à l'aide d'azote liquide est une méthode courante d'élimination des néoplasmes, utilisée assez souvent par les spécialistes. Il s'agit d'un processus long, qui comprend les étapes suivantes: congélation de la tumeur, gonflement et paralysie, apparition de bulles de liquide, rejet du tissu du papillome. Le processus d'élimination des excroissances à l'aide d'azote liquide et de cicatrisation est long, environ 6 mois. En outre, cette méthode est considérée comme la plus douloureuse. Il n'est donc pas toujours conseil de l'utiliser. Ablation par onde radio. Cette méthode d'élimination des verrues n'est pas nouvelle. Elle était déjà utilisée dans les années 90. Pour retirer la verrue, on utilise un appareil spécial qui dissèque soigneusement le tissu, après quoi la verrue est retirée. L'ablation des papillomes au laser. L'utilisation du laser permet de se débarrasser rapidement et efficacement des excroissances disgracieuses. Les appareils modernes, qui utilisent un faisceau laser à haute température, permettent d'éliminer les verrues sans douleur. À la question, l'ablation des papillomes au laser est-elle douloureuse? Les experts répondent non, car le refroidissement puissant pendant la procédure permet de bloquer au maximum les sensations douloureuses. Le coût de l'ablation des papillomes au laser n'est pas négligeable, mais cette technique présente un certain nombre d'avantages pour lesquels vous pouvez payer trop cher. Pendant l'intervention, la peau du patient n'est pas en contact direct avec l'appareil, ce qui garantit une stérilité totale. Les brûlures et les cicatrices font partie du pass lorsque l'on utilise un laser, l'équipement moderne permettant de réaliser l'intervention en toute sécurité. Le faisceau laser n'agit que sur les zones kératinisées de l'épiderme, sans affecter les tissus sains. De plus, le faisceau laser stimule le processus de division cellulaire, ce qui permet aux plaies de cicatriser très rapidement. Cautérisation des papillomes, chimiothérapie. Cette méthode est rarement utilisée, car elle est considérée comme traumatisante et inefficace. L'ablation chimique des papillomes n'a qu'un seul avantage, le faible coût de la procédure. Mais cela vaut-il la peine de prendre des risques pour économiser de l'argent?
La méthode chirurgicale l'ablation du néoplasme à l'aide d'un scalpel est également une procédure indolore et efficace. Mais cette méthode n'est prescrite aux patients qu'en cas de suspicion de malignité de la verrue. Le chirurgien procédait à une anesthésie locale, de sorte que le patient ne ressent aucune sensation douloureuse. Période de rééducation après l'ablation des papillomes. Après l'ablation d'un néoplasme, la zone chirurgicale doit faire l'objet de soins particuliers, car il existe un risque de développement d'un processus infectieux. Au cours du processus de cicatrisation, la plaie forme une croûte qui ne doit pas être mouillée, déchirée ou traumatisée. La plaie formée après l'ablation de l'excroissance est une dépression en forme d'entonnoir. Le processus de cicatrisation dure de 2 à 4 semaines. Si, après l'ablation de la verrue, une infection persiste, il est nécessaire de consulter immédiatement un médecin. Le médecin enlèvera la croûte et lavera la plaie avec de l'eau oxygénée ou une solution de furacilline. Le plus important est d'éliminer le pus et d'empêcher l'infection de se développer. Si le papillome a été enlevé sur le visage, il est nécessaire d'abandonner complètement l'utilisation de fond de teint ou de poudre, jusqu'à ce que la plaie soit complètement cicatrisée. Il est souhaitable de minimiser le contact avec la lumière du soleil, car une peau jeune et fine est sujette aux brûlures. En conclusion, j'aimerais ajouter que si vous décidez d'enlever des papillomes, vous n'avez pas à craindre les sensations douloureuses. L'équipement moderne permet aux médecins d'effectuer l'opération sans douleur et de manière efficace, et les plaies cicatrisent rapidement. Quel médecin consulter en cas de tumeur graisseuse à la tête? Une tumeur sur la tête ne peut pas toujours être recouverte par les cheveux, car elle grandit souvent en hauteur et en largeur. Si la grosseur se trouve derrière les oreilles, elle peut gêner le port de lunettes. Les propriétaires d'amas graisseux ne pensent pas à les enlever tant qu'ils ne ressentent pas de gêne. Parfois, ils essaient de soigner la graisse sur la tête avec des méthodes traditionnelles. Dans un état calme, la santé n'est pas menacée, mais un traitement indépendant peut entraîner une inflammation. La meilleure solution est de s'adresser à un spécialiste. Médecins qui vous aideront à vous débarrasser d'une bosse disgracieuse, le thérapeute. Il procédera à un premier examen du cuir chevelu et orientera vers des recherches. Le dermatologue examine l'état de la peau. Échographiste, radiologue. Un échographiste, un radiologue ou un radiologue. La radiographie, l'échographie ou la tomodensitométrie permettent de déterminer si la tumeur est dangereuse, son contenu et l'état des tissus voisins de la masse. Oncologue. En cas de suspicion de malignité, un oncologue prend en charge le dossier et procède à une biopsie. Chirurgien. Il examine le lipome et choisit une méthode d'ablation appropriée.